voudrais traiter, c'est la façon dont ce que j'appelle un hypercriticisme ultra-conservateur a conquis une certaine place au sein de la critique publique en France dans le premier quart du XXIe siècle, et la façon dont des interférences et des hybridations que j'appelle confusionnistes entre cette critique d'extrême droite et des critiques portées par des secteurs de la droite et de la gauche facilitent l'occupation de la critique par l'extrême droite. Ce processus intervient à un moment de recul significatif du clivage gauche-droite, et au sein de ce recul, un phénomène peu vu, la crise d'un pilier intellectuel historique de la notion de gauche, c'est-à-dire l'association d'une critique sociale structurelle, de rapports de domination et d'un horizon d'émancipation sociale. Ces enjeux obligent la critique sociale structurelle à horizon émancipateur à se retourner sur elle-même en vue de reformulation. Alors, ma communication aura deux temps principaux. Elle synthétisera le cadre général d'analyse de la période idéologique et politique en France, développé dans un livre publié en 2021, La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées. Et deuxièmement, elle formulera des pistes quant à des reformulations des pensées critiques à l'aune de ces déplacements idéologiques et politiques, avec des conséquences sur le traitement des questions mémorielles. Alors, pour ma part, je ne suis pas du tout spécialiste des questions mémorielles, mais Philippe Ménard a pensé que mes analyses de la période et des conséquences à en tirer pour la critique sociale et politique intéresseraient déjà et en elles-mêmes le champ des travaux sur la mémoire, au moins pour tenter de mieux situer les enjeux actuels dans le contexte idéologique et politique plus large de notre présent. Ma première partie sera un peu plus longue que la seconde, car j'ai besoin de préciser une série d'arêtes quant à la façon de problématiser le contexte idéologique et politique, ce qui permettra d'apporter un éclairage déplacé par rapport aux enjeux critiques et mémoriels. Alors, ce propos va se situer dans un espace d'intersection entre trois pôles, l'épistémologie, l'éthique et la théorie politique, à rebours des effets d'ébiettement et de déglobalisation dans les sciences sociales et dans la philosophie, générés aujourd'hui par le processus d'ultra-spécialisation académique des savoirs, sans pour autant abandonner les rigueurs propres aux différents cadres disciplinaires. Selon moi, les aveuglements produits par les rétrécissements ultra-spécialisés des savoirs en SHS n'ont pas besoin d'un revival d'un grand tout unificateur, mais de la constitution d'une pluralité d'espaces de reglobalisation inter- et transdisciplinaire. Donc d'abord, sur le contexte idéologique et politique en France aujourd'hui, autour de ces trois termes, extrême droitisation, confusionnisme, hypercriticisme. Donc, dans un premier temps, je vais proposer des repères globaux de la démarche du livre, La grande confusion. Trois notions principales outillent cette démarche, ultraconservatisme, confusionnisme et identitarisme. Je les nomme formation discursive en référence à un outil méthodologique développé par Michel Foucault en 1969 dans l'archéologie du savoir. Mon analyse concerne principalement la France, mais on peut trouver des points communs partiels dans d'autres contextes nationaux. J'ai par exemple été très étonné des intersections discursives entre ce que j'ai analysé en France et ce que nous a présenté Jean-Yves Potel ce matin pour l'Europe de l'Est, à partir de dynamiques historiques très différentes, poussées nationalistes, discours anti-migrants, islamophobie, relativisation de l'antisémitisme par exemple. Alors, d'abord, commençons par cet outil méthodologique, la notion de formation discursive. C'est un angle méthodologique, les formations discursives, où je parle aussi de formation idéologique. Ça renvoie à un espace rhétorique et idéologique composite qui est peuplé de contradictions, de conflits, mais qui dessine, sans que personne ne le maîtrise, des cohérences partielles. Ce qu'on pourrait nommer, en reprenant une expression de Pierre Bourdieu, une orchestration sans chef d'orchestre. Le propre de telles formations discursives, c'est que les locuteurs qui y participent ont une fort inégale conscience de ce à quoi ils participent et que la dynamique d'ensemble leur échappe largement. Une formation discursive constitue une façon de découper les discours et les idées inhabituelles. Cela constitue même une rupture avec les deux modes de découpage les plus usités dans l'histoire universitaire des idées, comme dans les milieux militants ou journalistiques. Les deux modes de découpage principaux, c'est les auteurs d'une part, ou les courants idéologiques et politiques dotés d'une certaine cohérence d'autre part.
Quand on analyse les discours, on va ainsi privilégier le lien avec tel ou tel auteur, et donc on va regrouper tous les discours d'un auteur dans un ensemble. Ou alors on va distinguer des courants regroupés autour des départagés. On va par exemple opposer le libéralisme économique et le socialisme. Or, une formation discursive inclut des discours d'auteurs opposés, y compris dans leurs orientations idéologiques et politiques. Et elle n'inclut pas tous les discours d'un même auteur. Par exemple, dans mon livre, un même auteur peut, dans certaines situations, participer à la formation discursive que j'appelle confusionniste, et dans d'autres situations, à la formation discursive de l'émancipation. C'est par exemple le cas à plusieurs reprises dans mon livre de Jean-Luc Mélenchon. Mais une formation discursive va stabiliser toutefois quelques évidences partagées par-delà les oppositions des locuteurs. Voilà un peu pour la notion qui est une façon inhabituelle de traiter l'histoire des idées, notamment l'histoire des idées politiques. Les trois termes principaux, ultra-conservatisme, confusionnisme et identitarisme. Pour moi, ce sont trois formations discursives autonomes, dotées simplement d'intersection et d'interaction. Alors, reprenons-les une à une. L'ultraconservatisme, ce sont des mélanges idéologiques associant plus ou moins des xénophobies, dont la xénophobie anti-migrants, l'islamophobie et ou l'antisémitisme, du sexisme et de l'homophobie dans un cadre nationaliste qui va fantasmer un peuple homogène culturellement, un peuple-nation. Deux des principaux auteurs que j'analyse systématiquement pour construire cet idéal type de l'ultraconservatisme sont Éric Zemmour et Alain Soral. Le confusionnisme renvoie au développement d'interférences entre des postures et des thèmes d'extrême droite, du centre, de gauche modérée, dite républicaine, et de gauche radicale. Ça n'a rien à voir avec le schéma des médias. Les extrêmes se rejoignent puisque c'est largement transversable à l'ensemble de l'espace politique. Des postures, c'est le remplacement de la critique sociale structurelle des inégalités, des dominations et des discriminations portées historiquement par la gauche, par la mise en cause superficielle du politiquement correct, par des schémas complotistes et par la focalisation de la critique sur des personnes. Hier, Nicolas Sarkozy et François Hollande, aujourd'hui Emmanuel Macron. Des thèmes, ça peut être la valorisation du national et la dévalorisation du mondial et de l'européen, la dénonciation qui va amalgamer la dynamique des droits individuels portés par le libéralisme politique et la domination du marché propre au néolibéralisme économique, la fixation positive ou négative sur des identités supposées homogènes et closes, positive par exemple identité nationale, négative les musulmans, l'effritement de la frontière symbolique avec l'extrême droite, le retour à partir de la campagne présidentielle de 2017, puis dans le mouvement des Gilets jaunes, des fantasmes d'un antisémitisme anticapitaliste autour du nom Rothschild, qui en France a commencé à démarrer autour de 1830, ces fantasmes, comme l'a analysé Pierre Birnbaum. Cela s'opère dans un contexte de fort recul du clivage gauche-droite, et dans le recul du clivage gauche-droite, il y a surtout la crise de la notion de gauche. Confusionnisme n'est donc pas synonyme de confusion, mais a un sens politico-idéologique plus précis dans un contexte particulier. D'autres mots peuvent être utilisés. Dans un va-et-vient entre le cas allemand et le cas états-unien, qui a rapproché le mouvement anti-vax pendant la pandémie et la crise du Capitole, l'historien Quinn Slobodian et le politiste William Callison préfèrent parler, dans un cadre sémantique nord-américain, de diagonalisme, au sens d'une transversalité politique, diagonale, adossée à une vivacité du conspirationnisme. C'est un article très intéressant de la Boston Review. Dans la situation de recul du clivage gauche-droite, le confusionnisme bénéficie principalement à l'extrême droitisation, car il contribue tout à la fois à légitimer de manière soft des postures et des thèmes venant de l'extrême droite, ainsi qu'à affaiblir un peu plus la gauche en la désarmant face à la dynamique ultra-conservatrice. Troisième notion, l'identitarisme, troisième formation discursive. L'identitarisme, c'est réduire des personnes et des groupes à une identité principale homogène et fermée, par exemple une identité nationale ou une identité religieuse. Ça peut être une identité positive valorisée ou une identité négative dénoncée.
Il faut donc distinguer l'identitarisme de l'identité. L'identitarisme, c'est en quelque sorte une pathologie de l'identité. Il y a une grande variété d'identitarisme. Le nationalisme d'extrême droite est un identitarisme, mais également le nationalisme du régime de Poutine en Russie ou celui du régime hindouiste anti-musulman de Modi en Inde, ou encore la variété des islamo-conservatismes. Au sein de mouvements sociocritiques, il y a aussi des modalités d'identitarisme que l'on peut appeler identitarisme inversé. C'est par exemple le cas des discours des indigènes de la République. Je m'inscris ici dans le sillage des analyses critiques par le sociologue Abdelali Hadjat de l'essentialisme inversé dans les stratégies indigénistes en France. Un des principaux sites de cristallisation identitariste concurrente que j'étudie dans le livre, c'est la compétition entre la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie. Cette compétition engage aussi avec elle des concurrences mémorielles et victimaires. Partant, elle participe à effacer l'horizon d'émancipation au profit du ressentiment, en alimentant la crise des politiques de l'émancipation et en favorisant les politiques du ressentiment, qui sont plus adaptées à l'extrême droite, même si elles peuvent aussi être boostées à gauche, par exemple, avec le dégagisme mélenchonâtre. Le grand film politique de la dernière période m'apparaît être, de ce point de vue, le dernier Batman de 2021 de Matt Reeves. Le parcours du personnage de Batman dans le film le mène de l'association entre justice et vengeance à la dissociation entre la justice et la vengeance dans la confrontation avec un criminel confusionniste. Un film qui pourrait inspirer la réinvention d'une gauche d'émancipation à rebours des avancées du populisme de gauche. Une fois que ces notions ont été posées, ultraconservatisme, confusionnisme, identitarisme, je voudrais envisager un des piliers intellectuels historiques de la gauche, le lien entre critique sociale et politique et émancipation. C'est un des piliers intellectuels de la notion de gauche à partir de la fin du XVIIIe siècle. Ce couple, en fait, depuis la fin du XXe siècle, bat de l'aile. Alors, j'entends critique sociale structurelle comme la mise en cause d'un ordre social et politique. La critique sociale se focalise sur le négatif dans une société. L'analyse de ce négatif a pu et peut recourir à différents concepts: injustice, corruption, servitude, oppression, domination, exploitation, aliénation, inégalité, discrimination, etc. Cette critique sociale structurelle, en ce qu'elle met d'abord des structures sociales impersonnelles en cause, celles du capitalisme, des rapports de classe, de la division sexiste du travail, des rapports coloniaux et raciaux, etc. Ces structures sociales impersonnelles contraignent les personnes de l'extérieur et de l'intérieur, y compris les dominants, qui, s'ils profitent des rapports de domination, ne les contrôlent pas de manière consciente. Cette critique structurelle du négatif a historiquement souvent été associée à un horizon positif, tout particulièrement dans les critiques de gauche. Cet horizon a pu être nommé liberté, égalité, justice sociale ou émancipation. La notion d'émancipation apparaît le nom le plus global pour caractériser cet horizon positif. Dans une lecture contemporaine, l'émancipation en tant qu'espace conceptuel fait d'articulation et de tension se présente comme la conquête d'une autonomie individuelle et collective dans le processus d'arrachement à des dominations. On pourrait dire que ce thème de l'autonomie, c'est quelque chose qui chemine de Kant jusqu'à Castoriadis, au moins. C'est notamment dans la rencontre de logiques hétérogènes qui travaillent le champ politique et le champ intellectuel que le lien idéal entre critique sociale et émancipation s'est effrité à partir de la fin du XXe siècle. Sur le plan politique, il y a bien sûr les crises propres ayant touché les deux pôles politiques qui ont incarné la gauche au XXe siècle, la social-démocratie et le communisme. Le ralliement de la première à une forme de néolibéralisme économique au cours des années 1980 a d'abord relégué au second plan la double question de la critique sociale et de l'émancipation. Dans le cas du communisme, évidemment, ça a concerné la prise de conscience tardive de l'impasse du stalinisme. Le champ intellectuel a constitué un autre espace où cet idéal a pu se déployer publiquement. Le recul du marxisme comme cadre théorique de référence au cours des années 1970-1980, voire sa marginalisation en France, non remplacée par d'autres configurations théoriques globalisantes, qui afficherait un lien fort entre critique sociale et émancipation, a eu des effets déstabilisants. Ce vide globalisant a été renforcé dans les milieux universitaires et de recherche par l'ultra-spécialisation des savoirs, qui permet de gagner en précision et en rigueur sur des aspects localisés, mais dans la perte fréquente des apports cognitifs des cartographies globales.
Par ailleurs, cette division du travail pousse nombre de courants des sciences sociales cultivant une posture critique à abandonner le traitement de la question de l'émancipation et à le laisser à des secteurs de la philosophie politique. C'est-à-dire que du fait de cette division du travail, c'est de moins en moins les mêmes disciplines et les mêmes auteurs qui vont traiter la critique de l'émancipation, la critique sociale et l'émancipation. Contrairement, disons, aux théories critiques classiques. L'usage corporatif académique qui s'est généralisé après la chute du marxisme, tout particulièrement dans l'université française, de la référence à la neutralité axiologique de la science, ou neutralité du point de vue des jugements de valeur, terme emprunté à Max Weber, mais beaucoup plus compliqué et ouvert chez lui, conduit à ce que de moins en moins, sauf dans les études de genre qui ont acquis une certaine légitimité académique, les sciences sociales critiques à base empirique se connectent explicitement à la question éthico-politique de l'émancipation. Des usages ultra-conservateurs de la critique ont pu s'engouffrer dans les fragilisations diversifiées du couple critique-sociale-émancipation en étant de moins en moins contrebalancés par des usages de gauche. Dans le cas français, la critique du politiquement correct importé des milieux conservateurs américains à partir du début des années 1990 a joué un rôle important dans cet arraisonnement de la critique. Une rhétorique du politiquement incorrect contre le prétendu politiquement correct s'est alors consolidée en ayant de plus en plus les attraits de l'évidence. Dans le conformisme de l'anticonformisme, les significations sont renversées puisque le stéréotype devient le bête de tabou, le brouillage confus des repères vérité, les dictates de la transgression obligatoire liberté. Par exemple, l'antiracisme peut être stigmatisé comme politiquement correct et une certaine xénophobie qui ne dit pas explicitement son nom, ne serait-ce qu'à cause des sanctions juridiques encourues du fait de la loi du 1er juillet 1972, prend alors implicitement des allures rebelles. Dans les mains de l'extrême droite, la critique devient une machine déréglée qui détourne l'élan critique en le connectant à la xénophobie, à d'autres logiques discriminatoires comme le sexisme et l'homophobie dans un cadre identitariste national. Le politiquement correct se double souvent d'une critique de ressentiment décelée par le philosophe et sociologue Max Scheler en 1919 dans L'homme du ressentiment. Et dans ce cadre, le conspirationnisme joue un rôle important. Justement, c'est mon dernier point, le conspirationnisme constitue ainsi un des tuyaux rhétoriques principaux des usages confusionnistes et ultra-conservateurs de la critique, dans ce qu'on peut appeler un hypercriticisme. Prendre la mesure des dégâts du conspirationnisme sur le dérèglement actuel de la critique suppose de clarifier cette notion, souvent truffée de malentendus dans ses usages médiatiques. Il s'agit d'abord de distinguer complot et théorie du complot. Parler de complot renvoie à des manipulations cachées dans l'histoire humaine. Or, il y a bien eu et il y a des manipulations cachées dans notre histoire. Cependant, un complot ne constitue tout au plus pour les sciences sociales contemporaines qu'un facteur en interaction avec d'autres facteurs dans la fabrication d'un événement à l'intérieur d'une explication plurifactorielle. Les théories du complot se présentent par contre comme des récits mettant en leur cœur explicatif un complot. Le complot serait le principal facteur explicatif, comme si une manipulation cachée pouvait rentrer dans la chair des rapports sociaux, comme dans du beurre, sans rencontrer ni d'autres facteurs, ni d'autres logiques, ni des résistances. C'est pourquoi, du point de vue des sciences sociales, ces théories sont erronées. Il faudrait ajouter une troisième catégorie à celle de complot et de théorie du complot, celle d'humeur conspirationniste. Il s'agit d'une tendance socio-psychologique consistant à aller spontanément chercher du côté de complot un fil explicatif par rapport à des événements qui surviennent. Pour se rendre compte de la rupture introduite par les critiques conspirationnistes en vogue sur Internet et sur les réseaux sociaux avec la critique sociale structurelle portée historiquement par la gauche, les pensées critiques et les sciences sociales critiques, on peut s'arrêter sur une figure historique critique, Franz Kafka. En 1921, Kafka critique de manière éclairante une caricature, comme on en trouve encore aujourd'hui, représentant le capital comme un gros homme assis sur l'argent des pauvres. Et Kafka dit « L'image est fausse et juste à la fois ». Je cite Kafka. Juste dans une direction seulement. Le gros homme en haute forme vit sur le dos des pauvres qui l'écrasent, c'est juste. Mais que le gros homme soit le capitalisme, ce n'est plus tout à fait juste. Le gros homme domine le pauvre dans le cadre d'un système déterminé. Mais il n'est pas le système lui-même. Au contraire, il porte lui aussi des chaînes qui ne sont pas représentées sur ce dessin. Le capitalisme est un système de dépendance qui vont de haut en bas et de bas en haut. Pour Kafka, le capitalisme est un entrecroisement de rapports de dépendance enchaînant les capitalistes eux-mêmes, même s'ils en profitent au détriment des prolétaires, mais pas une manipulation du monde par les capitalistes. Le succès public du conspirationnisme en déplaçant le regard critique des structures sociales vers les manipulations cachées par des personnes contribue à dérégler les bases épistémologiques des sciences sociales critiques et des pensées critiques. Or, les sciences sociales critiques et les pensées critiques s'en inquiètent peu. On peut noter en particulier l'émergence dans les milieux intellectuels et journalistiques, dans des zones opposées politiquement, d'un discours partagé de complaisance à l'égard de l'hypercriticisme conspirationniste, parce qu'il s'agit justement d'une critique.
J'ai pu repérer dans mon analyse ce type de discours chez des gens très différents. Frédéric Lordon, Michel Onfray, Natacha Polony ou Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour qui a le mieux synthétisé dans un tweet du 24 juillet 2021 ce trait en lui donnant une forme paradigmatique. Voilà le tweet de Zemmour, complotisme, ce mot des élites pour disqualifier toute critique. Après avoir présenté ces arêtes de mon analyse, je vais tenter de manière beaucoup plus rapide d'esquisser en pointillé, à titre exploratoire, les effets sur les pensées critiques et les questions mémorielles. Alors d'abord, deux pistes de reformulation des pensées critiques. Une partie des reformulations que je vais proposer ou explorer sont déjà engagées parfois depuis longtemps par des secteurs critiques, mais sans effet large sur la masse des travaux académiques critiques. Je retiens deux axes ici seulement. Premier axe, les pensées critiques ont, dans le contexte idéologique et politique, un devoir particulier à clarifier publiquement leurs différences avec les schémas conspirationnistes comme avec les provocations du politiquement incorrect. Or, elles peuvent être paralysées dans cette démarche par deux logiques associées. Premièrement, le sentiment d'affinité critique avec l'hypercriticisme conspirationniste, et donc de participer quand même à quelque chose comme une même famille de postures face au monde, parce qu'elles sont critiques. Deuxièmement, la crainte de délégitimer des secteurs militants critiques recourant à des schémas conspirationnistes avec lesquels elles ont aussi des affinités. Face à cela, les pensées critiques ont affaire à un mouvement similaire au dernier Batman dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième axe, dans le contexte idéologique et politique, une double exigence liée de reglobalisation et de reconnexion avec l'émancipation s'impose pour les sciences sociales critiques, qui sont les plus émiettées et les plus déconnectées de l'émancipation par rapport à quelques pensées critiques globalisantes qui persévèrent. Dans la grande confusion, j'ai proposé que la théorie politique devienne un des lieux de reglobalisation non totalisatrice des savoirs se reconnectant à l'émancipation. Car pour l'objet que j'essayais de cerner, j'avais besoin d'un espace d'investigation plus transversal. Dans un texte séminal datant de 1985, important pour l'institutionnalisation de la théorie politique dans la science politique française, Jean Leca a esquissé une topographie de la théorie politique. Un espace de dialogue et d'articulation, mais aussi de tension infinie entre la théorie sociologique et la philosophie politique. La première, la théorie sociologique de facture principalement analytique, le registre de ce qui est ou de ce qui a été, ouvert toutefois à des composantes axiologiques secondes, s'efforce de rendre compte du réel socio-historique dans la confrontation avec des enquêtes empiriques. Et la seconde laisse une large place au registre normatif dans l'explicitation de ce qui devrait être ou dans l'exploration de ce qui pourrait être. Entendu ainsi, la théorie politique se présente immédiatement comme un dispositif interdisciplinaire en développant des passages dans les deux sens entre philosophie politique et sciences sociales. Mais les études de genre constituent déjà un tel espace de reglobalisation ouvert à l'émancipation qui s'est institutionnalisé dans l'université et la recherche publique. Les études mémorielles pourraient dessiner un autre lieu de reglobalisation sensible à l'émancipation. Oui. Et maintenant, trois axes pour le traitement critique des questions mémorielles, qui je l'ai dit, n'est pas mon domaine. Voilà. Une double exigence s'impose aux pensées critiques dans leur rapport aux questions mémorielles, premièrement. Mettre à l'écart le relativisme et assurer les appuis éthiques et politiques de la démarche scientifique. Ça peut être considéré comme contradictoire, mettre à l'écart le relativisme et assurer les appuis éthiques et politiques de la démarche scientifique. Je mets assurer au sens de la pratique de l'alpinisme. Mettre à l'écart le relativisme pour plusieurs raisons. 1. Ne plus être démuni face à la délégitimation des mémoires, des oppressions et des luttes contre les oppressions par l'extrême droite, au nom du politiquement incorrect et du soupçon conspirationniste sur les pratiques mémorielles, par la reconfiguration nationaliste de la mémoire. De ce point de vue, la philosophe Géraldine Mühlmann a raison de défendre les faits dans son dernier livre, qui s'intitule « Pour les faits ». Elle pointe bien les risques, je cite, de ce soupçon qui délégitimise, ce faux doute, assis sur la certitude de ce qui est rapporté là ne vaut rien. Deuxièmement, parce qu'il faut résister aux concurrences mémorielles et victimaires adossées à des identitarismes concurrents, tendant à effacer la mémoire des autres. Prenons comme exemple les répercussions françaises des drames en cours au Proche-Orient. Des fractions significatives de la gauche radicale, c'est ma famille politique, qui tendent déjà à minorer l'antisémitisme depuis au moins 2006 et le meurtre d'Ilan Halimi, effacent de la mémoire des oppressions les massacres antisémites du 7 octobre 2023.
alors qu'au sein de la gauche dite républicaine, prédisposée, elle, depuis au moins les premières affaires du foulard de 1989, à des amalgames islamophobes, de ce côté de la gauche dite républicaine, on réduit souvent l'hécatombe de civils palestiniens à Gaza à des dommages collatéraux. Mettre à l'écart le relativisme suppose de défendre l'autonomie du cadre scientifique d'interrogation, l'autonomie du champ scientifique, selon Pierre Bourdieu, et l'outillage de distanciation qui la nourrit. Mais pas de manière positiviste en oubliant les composantes éthiques et politiques des regards scientifiques. D'autant plus qu'il s'agit pour les pensées critiques de retisser justement les liens entre critique et émancipation, et donc de mieux assurer les appuis éthiques et politiques de leur démarche contre les illusions de la neutralité axiologique. Dans cette perspective, Géraldine Mühlmann, dont j'ai parlé tout à l'heure, a, selon moi, tort cette fois de fonder le rapport aux faits sur la notion d'impartialité, c'est-à-dire l'élimination de la partialité, ce qui l'attire vers un certain positivisme. Il faudrait plutôt reconnaître la part d'interprétation liée à des valeurs morales et politiques dans le rapport aux faits, mais en adossant cette reconnaissance à une éthique de l'honnêteté du chercheur, qui la rende sensible, selon les recommandations de Max Weber dans sa conférence de 1917 sur la profession et la vocation de savant, à ce que Weber appelait les faits désagréables, des faits, veux-je dire, qui sont désagréables pour sa propre opinion partisane. Et aussi à un outillage de distanciation scientifique. À l'écart du relativisme et du positivisme, c'est un nouvel équilibre entre distanciation et engagement, selon les catégories de Norbert Elias, qui serait visé. Deuxièmement, face aux concurrences mémorielles et victimaires adossées à des identitarismes concurrents, on se doit de traiter la pluralité humaine dans un autre cadre. Un cadre qui ne soit pas le simple déploiement postmoderne de la pluralité des mémoires, risquant de laisser une grande partie de l'espace aux concurrences, mais dans un cadre qui ne soit pas non plus le cadre de Thomas Hobbes dans son Léviathan, pour lequel la pluralité étant menaçante, il faut la transformer en unité, et dans notre cas en unification et uniformisation nationale des mémoires. La tendance hobbesienne s'est particulièrement durcie dans la tradition politique française, où elle a été croisée avec le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. C'est la tradition dite de la République une et indivisible. Toujours sur le qui-vive face au communautarisme et aux autres séparatismes qui la menaceraient. Dans Qu'est-ce que la politique ? Hannah Arendt propose de faire partir la politique de la pluralité humaine et de composer à partir de la pluralité humaine du commun. Et donc, elle substitue au passage nécessaire de la pluralité à l'unité la tension entre la pluralité et le commun, ce qui est tout à fait différent comme cadre d'analyse et qui est intéressant pour la question de la mémoire. Ça se traduirait par une pluralité mémorielle ouverte sur la constitution d'espaces mémoriels partagés. Bon. Dans ce cadre, on pourrait penser que les apports d'Édouard Glissant, l'écrivain martinité, pourrait, avec la notion de créolisation, permettre justement ce passage entre pluralité et commun. C'est-à-dire où le commun n'élimine pas la pluralité, mais la pluralité n'élimine pas le commun. Il faudrait aussi sans doute, et c'est mon dernier point, la perspective décoloniale dont on a parlé a apporté des choses importantes sur la question des mémoires et des identités. Mais il y a une tendance aujourd'hui, dans certains secteurs intellectuels et beaucoup dans les secteurs militants, comme ça a été rappelé ce matin, à faire de l'angle colonial l'angle exclusif aujourd'hui. Bon. Et il me semble que là, c'est un problème parce que ça ne permet pas d'interroger la question des oppressions sur différents angles. Il y a un article très intéressant qui avait été publié en 2002 de Michel Feher dans la revue Vacarme, s'appelait « Les divisions de la gauche mouvementée », où il montrait qu'autour du conflit israélo-palestinien, il y avait quelque chose qui était un conflit entre deux façons de voir l'oppression, le racisme colonial et le racisme génocidaire. Et là, il ouvrait la possibilité qu'on puisse interroger la question de l'oppression à travers de différents angles. Évidemment, on voit bien, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, que ceux qui ont l'angle du racisme colonial ne reconnaissent pas le problème des crimes antisémites du 7 octobre et que ceux qui sont dans la logique du racisme génocidaire ne reconnaissent pas la question des massacres des Palestiniens dans les bombardements israéliens. Et donc là, on a aussi, il me semble, quelque chose d'important, non pas nier l'apport du décolonial, mais le fait que de plus en plus, il a tendance à prendre le rôle d'angle exclusif.